Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Never Stop Learning. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'un des concours les plus sélectifs de France. D'abord séparé en plusieurs branches individuelles, médecine, dentaire, sage-femme, kiné. L'entrée vers les principales études liées à la médecine s'effectuait depuis 2010 par la PACES, qui est la première année commune aux études de santé, qui était. Puis en 2020 par le PASS, le parcours accès santé spécifique, et la LAS, la licence option accès santé. Au-delà de parler du concours et de ses spécificités, je trouve plus particulièrement intéressant de nous intéresser à la formation rigoureuse des étudiants. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Julia, qui est le directeur et le fondateur de la préparation privée aux études de santé, Superform. Bonjour Anthony. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, c'est un rituel dans Never Stop Learning. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, parlons un peu de toi et de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser au milieu de la santé et à créer une prépa pour le concours PASS ? Moi, au départ, j'ai fait un cursus d'ingénieur. Après le lycée, j'ai suivi une classe préparatoire aux grandes écoles, puis une école d'ingénieur à Marseille. Et après 2 ans d'exercice comme ingénieur, j'étais pas tout à fait satisfait finalement du métier, de l'environnement. J'ai un moment réfléchi, et puis c'est vrai que je suis d'une famille médicale, et donc j'ai décidé à 26 ans de me lancer dans une première année de médecine. Alors il y avait 2 possibilités en fait, à vrai dire, parce que il y avait la possibilité avec mon école d'ingénieur de demander une passerelle pour accéder à la 2e ou à la 3e année. Et puis finalement, je me suis dit qu'en m'inscrivant en septembre en première année, je reprenais à la base, et puis je validerais si j'avais le concours, et puis je rentrerais dans ce cursus, mais au moins en ayant validé cette première année qui était la sélection. Donc j'ai décidé de m'inscrire. Ce qui est bien avec cette première année, c'est que finalement, on peut le dire à 26 ans, on le dit beaucoup moins à 18 ans, je me suis dit, je verrai au bout de 4 mois comment ça se passe. Et puis finalement, au bout de 4 mois, j'ai travaillé, j'étais dans les clous. J'étais dans le numerus clausus, ce fameux numerus clausus qui existait à l'époque. Et puis, du coup, l'aventure a continué. Et c'est aussi pour ça, on va en parler après, que j'ai décidé de créer une prépa. C'est parce que j'ai vu un énorme décalage entre ce qu'on m'avait décrit du concours, entre les représentations, on pourrait parler de représentations profanes en sociologie, qui existaient de ce concours, et la réalité que j'ai pu voir sur le terrain. Et c'est aussi pour ça que, en continuant et en poursuivant mes études en chirurgie dentaire, j'ai décidé de créer une prépa parce que je pense avoir cette réalité du terrain qui me donne une vision particulière de ce concours, de ces études, en plus avec mon background d'ingénieur qui me permet d'appréhender les disciplines scientifiques. Clairement, oui. Alors, j'ai brièvement introduit le concours PASS, mais est-ce que tu pourrais nous le présenter un peu plus en détail ? Pourquoi est-ce que ce concours est l'un des plus difficiles, peut-être avec les prépas grandes écoles ? Alors, on peut parler du cursus. Ça, c'est pas quelque chose qui est évident en podcast parce que on a transformé la PACES, qui existait jusqu'en 2020, en un cursus nouveau, le PASS-LAS que vous avez présenté, que je peux essayer de présenter. Oui. Mais c'est vrai que sans support visuel, je pourrais dire que c'est une telle usine à gaz que on pourrait y passer pas mal de temps. Donc je vais vraiment essayer d'être le plus concis possible. Ça va pas être évident. Et puis après, il y a la question de la difficulté. Ça, c'est très important parce qu'on me parle d'un concours qui est très, très sélectif. Et finalement, je vais revenir un peu là-dessus parce que je pense que, là encore, je parlais des représentations tout à l'heure, même étant d'une famille médicale, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants et beaucoup de parents aussi qui n'ont pas vraiment saisi pourquoi ce concours était particulier, plus que sélectif d'ailleurs, parce que si je regarde certains autres concours, je pense à Veto, on va me dire il y a autant de pourcentage de réussite pour Veto, c'est un concours que je connais bien puisque ma petite sœur l'a passé et l'a eu. Finalement, en Veto, il y a quand même au départ une sélection des candidats qui est très importante et finalement, tous les étudiants rivalisent alors qu'ils sont mention très bien au bac avec d'excellents niveaux. Donc pour moi, le concours de Veto est bien plus sélectif que le concours de médecine. Je vais juste essayer d'expliquer la réforme. Avant, ce qui se passait, c'était que on avait la PACES, la première année commune aux études de santé, qui s'est construite dans la suite de la PCEM1, premier cycle aux études médicales, la fameuse P1,
que j'ai passé moi en 2005-2006 avec un vrai concours et la possibilité de doubler. Et donc on avait des primants et des doublants et la proportion chaque année c'était 1/3 de primants dans une promo de médecine de 2e année et 2/3 de doublants. C'est-à-dire que sur 100 étudiants qui étaient en médecine ou en dentaire ou en sage-femme, vous aviez 98 étudiants qui étaient passés par la PACES et 2 qui étaient passés avec des passerelles diverses que j'ai évoquées tout à l'heure que j'aurais pu essayer de tenter. Aujourd'hui, on a décidé d'arrêter le fameux concours, le numerus clausus, et on a créé 2 voies d'accès sur une 2e année. La première voie, vous l'avez citée, c'est le PASS, parcours d'accès spécifique santé. Alors là, c'est vraiment l'équivalent de la PACES. L'étudiant suit un enseignement médical, une majeure santé, en fac de médecine, avec un enseignement complémentaire choisi par l'étudiant dans un autre domaine d'études. Et la licence accès santé, l'étudiant suit un cursus de licence dans une autre faculté, donc c'est autre que médecine ou pharmacie. Et pour candidater en 2e année de MMOP, médecine, maïeutique, odonto ou pharmacie, il va étudier en complément de son année une option santé. Par exemple, il va s'inscrire à la fac de sciences avec une option spécifique santé. La particularité de ce nouveau cursus, c'est qu'il n'y a plus de redoublement. On peut tenter l'accès par la PASS avec une 2e chance, par exemple en LAS, mais on peut aussi tenter directement en LAS avec une 2e tentative en LAS 2, puisque l'accès par les LAS, les licences accès santé, se fait depuis, puisqu'une licence est en 3 ans, la licence 1, la licence 2 ou la licence 3. Je veux quand même faire un petit aparté, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. On parle de 50% de places par la PASS et 50% de places par la LAS. Ce qui se passe en fait, c'est que il faut pas oublier qu'en PASS, il y a une année, tandis qu'en LAS, il y a 3 années. Donc, ces 50% en LAS sont dilués sur la LAS 1. Vous avez à peu près 14% des places. La LAS 2, vous avez 54%, un peu plus de places, et la LAS 3 également. Donc voilà, ça c'est une rapide présentation. Ce qu'il faut quand même, c'est bien analyser les chiffres avant de faire ses choix en termes de choix d'orientation, parce qu'il y a pas mal de différences entre les voies en fonction des filières que l'on vise. Dans les enjeux pour un établissement comme Superform, quel est votre rôle vis-à-vis de ce concours? J'ai presque une autre question, c'est le concours avec cette réforme, il est aussi sélectif ou il y a rien changé? Parce qu'en réalité, si je me souviens bien, il n'y a pas plus de places de médecins, on n'en prend pas plus, on n'en forme pas plus. On a quand même augmenté le nombre de places. Alors, est-ce que c'est l'effet Covid également qui a joué? Mais il y a eu une sensible augmentation. La question de la difficulté, c'est une question qui est mal comprise par les étudiants. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut bien comprendre que la première difficulté, c'est que, à mon avis, le niveau du concours de médecine n'a pas réellement augmenté depuis ces 20 dernières années. Par contre, il y a eu une évolution côté lycée. Et à mon avis, le niveau des étudiants qui sortent du lycée a eu tendance quand même à diminuer. Alors quand je disais ça il y a 10 ans, on me traitait déjà de vieux prof, on me disait déjà un vieux prof, Anthony, etc. Après, il y a des études qui ont montré qu'en maths, en physique, c'était un peu difficile. Et ce qui est difficile pour les étudiants, c'est finalement de passer du niveau du lycée et de franchir ce gap entre le niveau du lycée et le niveau de la première année. Maintenant, il faut bien comprendre que ce concours de médecine est un concours qui est spécifique. Alors quand je demande aux parents en journée portes ouvertes, à votre avis, pourquoi c'est spécifique, je m'amuse à faire des petits sondages, j'entends toujours pourquoi c'est sélectif, on me dit il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup de méthodologie, c'est monstrueux, c'est l'enfer, c'est l'horreur. Et là on me ressort toutes les représentations de ce qui pourrait être la première année, et je dis aux gens si vous trouvez un concours où il faut pas travailler, il faut pas de méthode de travail, et il y a un nombre de places très grand, à la limite vous me le dites, je vais y aller m'y inscrire et puis je l'aurai et puis je vais ajouter ça à mon palmarès. C'est pas le but. Moi je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 3 raisons qui rendent cette épreuve très particulière et finalement difficile, et vous le dites, très difficile, très sélectif, c'est les mots qu'on emploie. Et ça, c'est pas forcément bien compris, et c'est un peu aussi pour ça que je fais beaucoup d'informations autour de ça. D'abord, c'est un concours qu'on passe tout de suite après le bac. Et ça, si vous regardez entre la PACES et la PASS, ça n'a pas changé. Si je regarde des concours du supérieur, pour être en classe préparatoire, vous passez les concours en général à Bac+2. Pour être avocat, à Bac+4. Pour être enseignant, à Bac+3 ou 4. Donc ça, c'est une première caractéristique, et ce qui fait que les étudiants à 18 ans n'ont pas la même maturité quand ils sont en sortie de bac qu'à un niveau licence.
Autre caractéristique, c'est que ça se passe sur les bases du lycée. Ça, c'est un travail que on fait notamment avec les lycées, puisqu'on travaille depuis 2016 avec plusieurs lycées, dans le cadre de notre programme qui est la terminale santé, et on intervient même en première, donc ce qu'on appelle les filières santé. Eh bien, moi, j'enseigne la chimie. Quand j'interviens dans des cours avec des premières, on fait du programme de première, et puis après, je leur pose des questions, et ils voient que ce sont des annales du concours. Et là, ils me disent, mais attendez, ce qu'on apprend en première, ça va être posé sur la classification périodique, par exemple, sur le modèle de Lewis, pour être rentré un peu dans les détails, ben, ça va être utile pour la suite. Oui, c'est utile. Et donc, il y a la question d'un bon niveau au lycée. Donc, c'est sur les bases du lycée. On comprend bien que quand les bases du lycée ont tendance un peu à s'effondrer, alors vous rajoutez à ça aussi la réforme du lycée, vous rajoutez à ça le Covid avec des difficultés pour certains étudiants de suivre en distanciel, eh bien, ça devient difficile. Et la troisième caractéristique qui rend ce concours si particulier, c'est que ça se fait donc aux sorties du bac et sans encadrement formel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez en classe préparatoire, ben c'est une classe préparatoire. Donc vous restez dans une classe de peut-être un peu plus d'étudiants, 40 ou 45 étudiants, mais vous êtes suivis, vous avez un emploi du temps, vous avez des horaires et vous êtes cadré. Et là, ce qui se passe, c'est que eh bien, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est un peu la grande liberté pour un étudiant de 18 ans. Et moi, j'ai été stupéfait de voir que en reprenant, donc en étant plus vieux, avec plus de maturité et plus de recul, je voyais des étudiants qui ramaient complètement à contre-courant, sans s'en rendre compte, qui s'épuisaient, qui travaillaient 12 heures par jour, mais ça ne servait strictement à rien. Donc, il faut bien se rendre compte que ces trois raisons rendent ce concours si particulier. Et je dirais pas difficile, parce que un étudiant qui arrive avec de la maturité et un bon niveau de base et qui se connaît dans l'effort, ben en général, ça se passe très bien. Voilà. Et justement, alors, quel est votre rôle vis-à-vis de ce concours chez Superform? Comment finalement, concrètement, vous allez aider les étudiants? D'abord, Superform, qu'est-ce que c'est déjà? Superform, c'est ce qu'on appelle une classe prépa. Ouais. On appelle ça aussi dans d'autres régions une écurie. Oui. D'ailleurs, en terminologie. C'est vrai. C'est quoi? Ben, nous, on est strictement privé et on est là pour faire en sorte que les étudiants puissent atteindre leurs objectifs et aller chercher la filière de leur choix. Donc nous, on est sur un triptyque autour de l'orientation, la méthodologie et l'enseignement. C'est vrai qu'on oublie souvent l'idée de l'orientation, mais on pense qu'une classe prépa, on va bachoter, on va reprendre des QCM, on va travailler ces QCM pour développer ses qualités pour répondre à des questions. Il se trouve que c'est un peu ce que j'ai aussi voulu amener, parce que quand on m'a parlé de médecine, on m'a dit, tu vas voir, c'est du tout par cœur, il faut tout apprendre par cœur, même les couleurs, comme on dit en rigolant. Pour moi, la base de l'apprentissage, c'est la compréhension. Je vais le répéter, je pense, au cours de cet entretien. C'est la compréhension. Donc, d'un point de vue du cours, on va aider les étudiants à mieux comprendre le cours, à rendre les cours plus intéressants, parce que quand vous comprenez, ça devient intéressant, et quand vous vous intéressez, vous prenez au jeu, et c'est là que vous êtes capable de peut-être bosser 8-10 heures par jour et d'emmagasiner toutes les informations qu'on vous donne. Mais au-delà de ça, il y a une question de méthodologie, mieux s'organiser. On va parler neurosciences, le sommeil est un point fondamental pour la mémoire, donc respecter son sommeil, avoir des plannings autour de l'hygiène de vie, comprendre comment on peut apprendre des notions, comment on va comprendre des notions, et puis l'orientation, parce que on est là aussi pour aiguiller certains étudiants en amont, et peut-être dire à certains, compte tenu de ce qu'on voit là, peut-être qu'à 18 ans, c'est un peu juste pour toi pour aller en première année de médecine. Donc on a des évaluations régulières qui nous permettent de faire évoluer la stratégie d'un étudiant. Et c'est aussi ce qu'on va essayer d'apporter. Alors ça aussi, c'est un peu mon expérience. Je pense que si j'avais passé cette première année à 18 ans, ça aurait été très douloureux pour moi. Et à 26 ans, je suis arrivé avec d'autres avantages et d'autres atouts qui m'ont permis de réussir cette année. Donc ça aussi, c'est important. Dont la maturité dont tu parlais. Oui, tout à fait. Est-ce que cet enseignement à la prépa, il se greffe au parcours de la faculté? J'imagine que vous suivez quand même le parcours, c'est quasiment une obligation. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est comment vous faites les cours? Vous avez des professeurs, c'est que du e-learning, vous posez des questions, vous faites répéter des QCM. Ça se passe comment concrètement? Vous jouez sur quoi? Alors, il y a pas mal de questions là, Gérard. Ouais, je suis le spécialiste des questions super longues. Donc,
La première question, c'est comment on s'adapte au contenu de la fac. Oui. C'est vrai que moi, en tant qu'ingénieur sur la chimie, je suis complètement capable de faire un cours de chimie générale, et c'est ce qu'on fait aussi, de biochimie ou de biologie moléculaire. Il y a pas de problème. On peut parler de lipides, protéines, c'est pas un souci. Mais c'est sûr que on prépare les étudiants à un concours spécifique, donc il faut être caméléon et s'adapter pour coller le plus possible au contenu de la faculté. Et après, c'est de l'adaptation, c'est de l'apprentissage, et l'apprentissage, c'est de l'adaptation. C'est s'adapter aussi aux cours qui sont faits. Quand il y a des cours qui sont très complexes en fonction des matières, on va aborder le cours d'une certaine façon, et puis il y a des cours qui sont très bien faits d'un autre côté, et puis là, peut-être qu'on va directement rentrer dans les applications et dans les QCM si on sent que les étudiants ont bien assimilé le cours. Mais c'est vrai que ce qu'on a essayé, nous, d'apporter, c'est que on essaie quand même de traiter les cours pour que d'abord les étudiants puissent avoir une très forte compréhension du cours dans un premier temps, pour ensuite développer et peaufiner leur apprentissage à partir des QCM, parce qu'ils vont passer le concours sous forme de QCM, et donc il faut aussi se préparer autour de ces QCM. Mais du coup, est-ce que ces cours que vous donnez, ils sont substituables? C'est-à-dire, il y a des cours à la fac, on le sait. Alors d'ailleurs, les cours, on va y revenir parce que j'ai une question sur le Covid. Mais est-ce qu'un étudiant, quand il rentre chez Superform, en réalité, il peut se passer de cours ou il est quand même obligé de suivre les cours? Ça va aussi loin que ça? Oui, aujourd'hui, on est rendu à un système. Alors, la vision des étudiants évolue aussi. C'est-à-dire qu'au premier semestre, en général, les étudiants, ils continuent à regarder les vidéos de la faculté, puisque par exemple, dans le cadre de Montpellier-Nîmes, c'est sous forme de vidéo. Oui. Et là aussi, ils nous posent des questions, comment on travaille par rapport à une vidéo. Parce que travailler sur une vidéo, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément fait au lycée. Et c'est pas si simple. Et c'est pas si simple. Et là, je prends un exemple simple. Je leur dis, pense à ton film préféré. Ton film préféré, tu le connais bien parce que il t'a plu et parce que tu l'as vu 6 ou 7 fois. Et qu'à la fin, tu connais les dialogues par cœur et le film dans les moindres détails parce que tu l'as vu plusieurs fois. En général, au premier semestre, ils vont continuer à voir les vidéos, et puis au second semestre, ils peuvent, alors nous, on va leur conseiller aussi de voir les vidéos, mais parfois, on leur conseille de voir les vidéos peut-être dans un second temps. Parfois, on est là pour débroussailler le cours. Quand il y a des cours très compliqués, je prends un cours de thermodynamique, je leur dis, moi, je vous donne un kit de survie d'abord. Et là, vous allez pouvoir survivre dans la jungle de la thermodynamique, et ensuite, peaufiner votre apprentissage, parce que là aussi il y a une idée complètement reçue pour les étudiants et qui est difficile à endiguer au départ, c'est qu'un cours il faut le connaître par cœur dans les moindres détails et que tous les détails vont compter. Oui, évidemment, les détails peuvent compter, mais en priorité, il faut pas oublier que il faut d'abord mettre l'essentiel. D'abord, on apprend le plan, on apprend la carte, on a la boussole, et puis si on a le temps, on va mettre de plus en plus de détails. Et c'est aussi ce qu'on explique aux étudiants, c'est que sur une première année, il y a cette obsession du détail, on va m'interroger sur les détails. Ce que je dis tout le temps aux étudiants, c'est que un bon étudiant en première année, dans le médical en général, c'est un étudiant qui aura un haut degré de fiabilité sur les questions faciles à moyenne. Et là, il se trompera pas. Une question extrêmement difficile ou qui a été mal posée, on a le droit de se tromper. Donc d'abord mettre l'essentiel du cours, et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on attend aussi d'un professionnel médical. On a le droit de se tromper dans un diagnostic, mais il faut pas passer à côté des choses évidentes et graves. Après, si c'est un diagnostic hyper compliqué, on a toujours les confrères pour venir nous aider, mais d'abord éliminer les choses graves et ne pas passer à côté de quelque chose de grave. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors, les études de médecine sont un peu connues pour ça. Tu commences à en parler, Anthony. Il y a énormément de choses à apprendre et du coup, comment vous allez rendre ça plus digeste? Parce que là aussi, dans nos métiers, il y a quelquefois énormément de contenu et c'est très intéressant parce que vous êtes un peu emblématique de cette masse d'informations qu'il faut apprendre. Comment vous la rendez digeste? Est-ce que il y a des cours magistraux? Est-ce que vous appuyez sur des outils digitaux, des kits pédagogiques? Tu as parlé d'un kit de survie pour la thermodynamique. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous vous basez sur des QCM? Alors pourquoi des QCM? Parce que la majorité, je crois, je parle sous ton contrôle, en fait, réalité, c'est que des QCM. Lors du concours, il n'y a plus de rédaction ni quoi que ce soit. Il y a une rédaction en sciences humaines. Ah, sciences humaines, oui, exact, c'est ça. Donc, comment vous vous y prenez pour rendre ça digeste et surtout pour faire de l'ancrage mémoriel, c'est-à-dire que au bout de 9 mois, en réalité, les gens puissent passer le concours dans des bonnes conditions. Alors, les 2 semestres, c'est à peu près 13 à 14 semaines. Donc, on va tabler sur 4 mois et sur des séquences de 4 mois. Comme tu l'as dit, en fait, la grosse difficulté en médecine, c'est qu'il faut apprendre beaucoup et en peu de temps. Oui. Et c'est vrai que cet apprentissage parfait, il est d'autant plus difficile, encore une fois, je le répète,
qu'on ne demande plus du tout ça à un étudiant qui vient du lycée. C'est-à-dire que quand un étudiant vient du lycée, et en particulier pour les étudiants qui ont des capacités et qui écoutent bien en cours, on va dire que ça leur suffit. Finalement, quand il faut apprendre quelque chose et le garder de façon pérenne, en général, c'est ce qu'on dit, et c'est une des premières bases en méthode, c'est qu'il faut y passer 7 à 8 fois dessus. C'est ce qu'on dit en anatomie, il faut oublier le cours 7 fois et l'apprendre 8 fois pour vraiment le maîtriser. Donc il y a beaucoup à apprendre en peu de temps. Il y a des matières qui sont difficiles. On revient sur la chimie. Alors c'est vrai que c'est bon, moi j'ai enseigné la physique et j'enseigne la chimie. La chimie, on apprend une langue. Donc comme je dis aux étudiants, tout le monde est capable d'apprendre une langue. Si quelqu'un me dit moi je peux pas apprendre l'anglais, je l'envoie 3 mois en Angleterre, au bout de 3 mois normalement, sauf s'il a traîné qu'avec des Français, il maîtrisera l'anglais et il aura appris l'anglais. Et ce qui est difficile pour les étudiants, c'est de suivre ce timing. C'est aussi pour ça quand on voit que certains étudiants ne sont pas en capacité de suivre ce timing, on est capable de leur dire stop, on coupe le temps. On fait une pause et on a une option qui s'appelle une P0, c'est-à-dire une année intermédiaire qui permet de prendre une respiration, de revenir à un apprentissage serein, parce que apprendre des choses dans l'urgence, c'est très stressant. Et moi, je pars du principe que pour bien apprendre, mais il faut être bien dans sa peau aussi. Et c'est très important de se mettre dans un contexte qui est favorable à l'apprentissage. Et donc, c'est sûr qu'on est là finalement pour dire aux étudiants, là, pour apprendre cette matière, un peu comme un guide en escalade, on va leur dire, là, il faut que tu passes par là et par là. Et tu prends ce chemin-là et puis tu vas normalement construire ton apprentissage. Alors, les deux bases, si je dois donner 2 conseils de base, j'en ai donné un, c'est qu'une information, à mon avis, pour la retenir de façon pérenne, il faut la revoir 7 à 8 fois. En variant les apprentissages et en variant les chemins pour aller à l'information et en recoupant les chemins. La deuxième base qui permet d'être efficace en termes de temps et que les lycéens finalement font très peu, c'est que quand on a une information à J0, pour l'ancrer, il faut la revoir dans les 24 heures. Parfois, il y a des étudiants qui disent « Ouais, mais moi, le lundi, j'ai maths. Si vous avez maths le lundi, eh bien, l'idéal, ça serait le lundi soir, prendre un peu de temps pour ancrer finalement ce que nous a dit l'enseignant et les sensations qu'on a eues, l'écoute, l'écriture, le visuel du prof de maths qui dit ça, c'est important. Alors certains étudiants me disent mais moi le lundi, j'ai piscine, j'ai danse, etc. Mais tant mieux, parce que du coup, même si tu n'as que 10 minutes, au moins tu vas te centrer sur l'essentiel et dans cette première écoute, dans les 24 heures, tu vas garder l'essentiel. Donc ça c'est important et c'est une base de méthodo. Alors évidemment, un étudiant au lycée peut avoir 15 de moyenne ou 14 de moyenne ou une moyenne qui lui amène la paix sociale à la maison sans forcément avoir une bonne méthode. Et c'est en cela que le concours, l'année d'après, est déroutant parce que là, on les pousse. Et si on n'a pas la bonne méthode avec un gros flux d'informations, là, on se retrouve en difficulté. Ce que tu dis, je trouve très pertinent parce que il y a une courbe qui explique ça, ce que tu dis, c'est Ebbinghaus. Et on est typiquement là-dedans, c'est-à-dire répétition au bout de 24 heures, effectivement, plus après, quelques jours après, plus après 3 semaines, et c'est comme ça qu'on en... Qui a été repris aussi par Tony Buzan. Absolument. Cours d'apprentissage. Tout à fait, exactement. Alors, j'ai toujours quand même une question, c'est-à-dire, il y a une masse d'informations, on vient d'en parler, il y a la répétition, mais est-ce que finalement, si on se projette, l'étudiant réussit au mois de juin, il est très content, est-ce qu'en septembre, il reste quelque chose de tout ça? L'ancrage mémoriel, il reste efficace, ou alors la masse d'infos, elle est tellement importante que ça reste compliqué, ou alors vous arrivez vraiment à creuser des autoroutes neuronales et c'est ancré, et en deuxième année, les gens sont... Il y a le fond et la forme, quoi. C'est-à-dire que il y a le fond, il y a ce qui reste dans les automatismes, et d'ailleurs qui vont être revus ensuite en deuxième année, puisque il y a des notions qui reviennent. Il y a aussi cette idée qu'en première année, on apprend uniquement des choses inutiles. Je connais bien la chimie, j'ai suivi ensuite le parcours dans les années sup. En pharmaco, tout ce qu'on fait dans les lipides, ça va nous intéresser pour les anti-inflammatoires et pour comprendre le fonctionnement de ces médicaments qui sont les anti-inflammatoires. Donc il y a des liens évidents, mais il y a également la forme, c'est-à-dire que à partir du moment où on sait qu'on a été capable d'assimiler cette quantité d'informations, on a habitué aussi notre corps, parce qu'on parle du cerveau, mais c'est le corps en général, on a développé un savoir qui permet de prolonger l'apprentissage. Et c'est en cela aussi que cette sélection sur la première année, elle est importante, parce qu'on se rend compte que, en tout cas dans l'ancien cursus pour PACES, il y avait finalement très peu d'abandon. Les étudiants qui réussissaient la première année validaient toutes les compétences pour pouvoir suivre un enseignement dans le médical. Je voudrais faire un petit aparté.
Pourquoi l'enseignement médical est difficile? Je peux en parler parce que j'ai fait des études d'ingénieur avant. Oui. La particularité de l'enseignement en médecine, en sage-femme et en chirurgie dentaire, c'est que c'est un double cursus. C'est un cursus hospitalo-universitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on apprend la théorie à la fac, comme en école d'ingénieur, et puis après on va faire les stages pratiques. Et finalement, on est tout le temps en train de faire l'aller-retour entre la fac avec des examens et des examens à l'hôpital avec des questions, des présentations, des patients à traiter. C'est vrai que les années sont très chargées parce qu'il y a un double cursus. Merci pour ta réponse. Finalement, un étudiant qui réussit le concours, si on dit qu'il a plus de chances s'il est mature, si il a une vie bien équilibrée avec le bien-être dont tu parlais, il dort comme il faut, il fait un peu de sport, il respecte la courbe d'Ebbinghaus et bien sûr, il travaille, c'est ça les secrets de la réussite? Il est mieux parti que quelqu'un qui est complètement immature. Alors ça paraît évident, mais surtout quelqu'un qui va surtravailler en dormant, je sais pas, 4 heures, 5 heures par nuit et en disant, moi j'ai travaillé beaucoup et puis finalement c'est pas efficace. Oui, il y a cette légende qu'il faut se doper au guronzan ou à d'autres produits stupéfiants pour être efficace et que ça marche que comme ça. Nous, c'est à peu près une centaine d'étudiants qui réussissent médecine et qui font à peu près la moitié d'une promo de deuxième année. Non, c'est avant tout un travail de fond. Effectivement, il y a cette maturité. Il y a une connaissance dans l'effort aussi. Nous, on s'appelle super fort, mais c'est pas pour rien. Oui. C'est le lien avec le sport. Quelqu'un qui prépare un marathon et qui se dit, bon, ça y est, j'ai jamais couru de ma vie, mais je vais me mettre à faire un marathon, donc je vais courir 5 heures aujourd'hui, 5 heures demain et 5 heures après-demain. Et dimanche, ça va le faire. Et dimanche, ça va le faire bien. Il va finir avec des tendinites partout, des problèmes ostéo-articulaires partout, et puis ça sera réglé. Et on voit beaucoup d'étudiants qui procèdent ainsi, c'est-à-dire qu'ils essaient de compenser tout ce qu'ils n'ont pas fait au lycée. Certains étudiants nous disent même, non, je veux pas trop travailler au lycée parce que je veux m'économiser pour la suite. Ça, si on dit ça, un entraîneur sportif, c'est compliqué. Ouais. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si il se connaît dans l'effort et qu'il respecte, cette première année sera moins douloureuse. Est-ce qu'il aura à 100% le concours de son choix? Pas forcément, mais au moins, il ressortira de l'année en ayant appris des choses. Parce que quand on entend des journalistes qui disent c'est une boucherie cette première année, en fait, je pense que la réforme, on s'est un peu trompé de diagnostic et il aurait fallu réformer peut-être le lycée en préparant les étudiants un peu plus au supérieur, parce que ce qui est vrai dans les études de médecine, si vous regardez le pourcentage de réussite entre un étudiant qui rentre en première année de droit et un étudiant qui sort avec un diplôme, je pense qu'on est en dessous de ce qui se faisait en médecine. Et dans d'autres facultés, c'est ça aussi. Exactement. Donc ça garantit quand même que l'étudiant va apprendre des choses sur cette première année, et ça reste quand même très important. Ça reste une année universitaire, donc on est là pour progresser et apprendre des choses. D'accord. On va parler de digitalisation. Alors je pensais pas reposer une question comme ça en 2022, mais j'imagine que avec le Covid et depuis 2020, ça a impacté ces études parce qu'à un moment, en mars 2020, le présentiel s'arrête. Or, vous en faisiez beaucoup. Comment vous êtes adapté? Vous êtes passé à la digitalisation? Vous êtes passé sur des classes virtuelles? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, en même temps, je vais répondre à une question multiple que tu m'as posée tout à l'heure et auquel j'avais pas forcément répondu. Et j'ai même pas pu te relancer, je l'avais oublié. Alors, nous, quand le Covid est arrivé, la digitalisation, on l'avait déjà amorcée à partir de 2016-2017 parce qu'on a développé des partenariats avec des lycées en dehors de Montpellier, du côté de Perpignan, du côté de Béziers. Et du coup, on a dû réfléchir à un blend learning. Donc, le blend learning, blend, ça veut dire mixte, c'est-à-dire qu'on a à la fois du présentiel et à la fois du distanciel. Donc, on a développé une plateforme donc sur ce que vous appelez le LMS pour le Learning Management System, c'est-à-dire ce que nous on appelle une plateforme Moodle, où on peut développer des vidéos, des cours en vidéo, des quiz, etc. Et donc, quand est arrivé le Covid, la difficulté, c'est qu'il a fallu très vite se retourner. Mais nous, on avait déjà la plateforme existante. Et puis, rapidement, on a essayé aussi de développer les visioconférences avec des systèmes qui marchaient très bien et qu'on a appris aussi à développer. Donc, on s'est adapté. Encore une fois, il a fallu s'adapter. Et comme je disais à mes étudiants, il y a ceux qui trouvent des excuses et il y a ceux qui cherchent des solutions. Nous, on va chercher des solutions. De toute façon, les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. Maintenant, il est évident que 2 ans après,
on est toujours avec nos étudiants. Actuellement, on est en présentiel. Les étudiants sont très demandeurs de présentiel. On s'est rendu compte que c'était bien d'avoir ces solutions en distanciel. On va garder le blend learning et on garde le Moodle qui existait, mais c'est vrai qu'il y a quand même une volonté de la part des étudiants d'être en présentiel parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué de garder le rythme tout seul chez soi. Il y a besoin de ce lien social, il y a besoin de voir l'entraîneur qui est entraînant et qui va entraîner ses étudiants avec lui pour continuer à avancer avec eux. Et d'autant plus que sur ces études-là, en première année, les gens ont tendance à travailler un peu seul et à être dans la compétition. Tout à fait. Et d'ailleurs, en off, on parlait tout à l'heure du social learning et tu disais que c'était compliqué en réalité à mettre en place, je crois, si je traduis bien tes propos, parce que justement, il y avait un peu de l'esprit de compétition et que c'était plutôt réservé, ce que tu disais sur les gens qui étaient avant le pass. Alors, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on appelle social learning? Parce que c'est vrai que c'est un mot un peu valise. Alors, et puis je me pose la question, moi en tant qu'enseignant, quel apprentissage n'est pas en lien avec une question sociale? Donc, un apprentissage, c'est toujours en lien avec un groupe finalement. Et après, c'est dans la phase finalement d'individualisation des connaissances. Il y a la question de l'imitation. Bon, on va pas rentrer dans les théories d'apprentissage, mais ce que je dis aussi, moi j'ai réussi une première année. Aussi un peu grâce, comme j'ai repris 8 ans après, j'avais des copains et copines de ma petite sœur qui savaient que j'étais là, donc j'étais avec eux. Toute la journée, ils me posaient des questions parce qu'ils me disaient en chimie, j'ai pas compris ci, j'ai pas compris ça. Et puis moi, j'étais super content de leur répondre parce que je progressais aussi. Oui. Et ça, c'était aussi une forme de social learning. Donc, je fais une petite dédicace à Astrid d'ailleurs, qui a, comme moi, réussi son année. Et avec moi, chacun va pouvoir développer la forme d'apprentissage qui va lui permettre d'être le plus efficace possible. La difficulté, c'est que moi, je trouve ça très bien le social learning et discuter la formation par les pairs, si c'est ce que vous voulez entendre par social learning. Après, la difficulté, c'est de pas tomber dans une comparaison qui peut être un peu néfaste, c'est-à-dire qu'il faut arriver à travailler ensemble, mais sans se comparer, parce que chacun a ses capacités, chacun a son niveau, chacun avance à sa vitesse. Mais en termes de social learning, c'est aussi pour ça que moi, en tant qu'enseignant, la règle de base de Superform, pour répondre à la méthodologie, nous, notre précepte de base, depuis qu'on a créé Superform en 2007, c'est que c'est un enseignant qui suit un petit groupe d'étudiants. C'est maximum 20 étudiants, entre 15 et 20 étudiants. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que les étudiants participent, posent des questions et finalement se prennent au jeu. Et ça permet d'adapter aussi le travail. Et c'est aussi un des mythes de la première année, il y aurait une concurrence, c'est monstrueux, etc. Il y a une maman, il y a pas longtemps, qui m'a dit, mais en fait, il y a une super ambiance à la prépa. C'est vrai. Et chaque année, les étudiants sont très contents de revenir, nous dire bonjour, bosser aussi avec nous et continuer d'autres projets. Voilà, encore une fois, ça c'est vraiment très important. Donc oui, on peut faire du social learning, mais non, il faut pas tomber dans le piège de la comparaison ou d'un concours à outrance. Je vais sûrement y revenir, mais je pense que le concours sur une première année, et comme dans toute entreprise, on le fait d'abord avec soi-même. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien dans tout ce que tu dis, c'est que sur finalement ces études-là, l'humain reste au centre. C'est une évidence. J'ai bien aimé ta réponse sur le blended learning, que j'aime bien également. Mais est-ce que pour toi, dans ce type d'études, tu peux encore l'améliorer? Il y a des points d'optimisation? Ah ben oui, ça donne plein d'idées. Venir à Calimedia me donne plein d'idées, évidemment. Donc c'est quelque chose qui est, je dirais, un puissant fond en termes de progression, parce que il y a énormément de choses à faire pour développer les routines d'apprentissage en complément de ce qui se fait en présentiel, parce que pour moi les deux vont de plus en plus aller de pair. Et puis évidemment, on constate que les étudiants qui sortent du lycée et les jeunes sont constamment avec des outils, des écrans, et donc forcément ils sont habitués à ça, et donc ils vont prolonger leur apprentissage aussi grâce à ces écrans. Voilà. Après c'est beaucoup de développement, donc c'est très très intéressant. On va arriver à la fin de ce podcast qui est passé à une vitesse folle. Comment tu vois le futur, toi, de ce type de formation préparatoire? Je pense que tu le disais, l'humain doit rester au centre, parce que on va dire que la compréhension des notions, les conseils qu'on va pouvoir donner, finalement il y a pas de formule secrète, il faut rester encadrant, avoir un suivi des étudiants, mais on va avoir peut-être une préparation qui va être de plus en plus étoffée avec les solutions de blend learning. D'accord. Et peut-être des niveaux qui vont aussi sur ce type d'épreuves monter. Alors, ma dernière question, c'est est-ce que tu as un livre à conseiller à des étudiants en médecine qui auraient intérêt à lire avant d'entrer dans ta prépa Superform?
Alors en général, on leur conseille pas vraiment de livres. Bon, je peux conseiller 2 livres. Un premier livre qui renvoie aux sciences humaines et sociales, puis il y a une partie sciences humaines et sociales, et un livre qui est d'actualité, dont je parle aux étudiants, et notamment aux étudiants quand je fais certaines interventions en kiné, c'est Race et histoire de Lévi-Strauss. C'est un petit texte écrit à partir d'un discours de l'UNESCO dans les années 50. C'est un texte qui est à mon sens incroyable aujourd'hui parce qu'il explique pas mal de choses sur ce qui se passe aujourd'hui. Et puis ça, c'est le prof de chimie qui parle. J'ai vu un très bon livre de chimie chez Duno, ça s'appelle Chimie chez Duno, collection Fluorescience, manuel visuel pour la science, par Roy, Perriot et Vinhomme, et ça a été notamment coécrit par des universitaires de la fac de Montpellier, et j'ai trouvé que c'était un bouquin qui était très très bien fait. Donc si vous avez un bouquin de chimie à lire pour commencer à parler la chimie, je pense que celui-là est très bien fait. Merci Anthony. Alors on arrive à la fin de ce podcast. Je te remercie sincèrement Anthony. Je rappelle que tu es le directeur et le fondateur de la préparation privée aux études de santé Superform. Je vais remercier tous nos auditeurs qui sont arrivés avec nous à la fin de ce podcast. Et puis on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci Anthony, au revoir. Merci à bientôt. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.